Nous recevons M. Achille Kepanga, ancien maire de la ville de Béni. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Nous sommes très contents d'être ici, sur ce plateau, pour essayer un peu de parler, de discuter, de donner certains points de vue, certaines recommandations pour les questions d'actualité de notre pays. Mais aujourd'hui, si on devrait justement parler de Béni, comment définirons-nous la ville de Béni actuelle? En fait, la ville de Béni, tout comme les territoires, c'est comme un œuf. Je peux considérer Béniville comme les jaunes, et les territoires comme le blanc de l'œuf. Puisque la ville se trouve au centre, entourée par les territoires. Auparavant, tout était territoire de Béni, mais quand on a créé la ville, la cité de Béni, l'ancienne cité est devenue ville de Béni. Voilà pourquoi je considère Béniville, tout comme Béni territoire, comme un œuf, dont le territoire serait le blanc et la ville serait le jaune. Aujourd'hui, quelle est la particularité de Béni dans son ensemble Au fait, que Béni territoire ou encore Béniville puisse être le théâtre de tout ce que nous vivons aujourd'hui? Bon, en fait, cette situation semble un peu dépasser l'attendement de tout citoyen congolais normal. Au niveau de la province, on est même arrivé à instaurer un état de siège, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'on massacre la population, une population innocente qui ne se reproche de rien, mais qu'on massacre. Vous demandez pourquoi on doit tuer les innocents, qu'ont-ils fait? Il y a eu beaucoup d'efforts, malheureusement, qui jusque-là n'ont pas abouti. On est même sous état de siège, qui veut se durer plus de 2 ans. Mais les tueries continuent. Bounagan a occupé, l'autre parti occupé, maintenant sur Kanyabayonga, maintenant sur Sake. Voilà un peu des questions un peu profondes là qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, au moins je vous parle, moi je suis ressortissant de Béni. Madioué, c'est mon terroir. Il y a eu une centaine de morts là-bas, dernièrement. Hier, il y a encore 6 garçons qui ont été sauvagement abattus, puisque apparemment ils ne se sont pas attendus avec les services de sécurité. Alors, quand on doit toujours continuer à tuer, et on pense que le sang qui coule, c'est devenu normal, là on perd le parvitalisme, on perd même l'essence profond humain. Voilà pourquoi, la plupart des fois, nous pensons qu'il est grand temps pour les autorités de mettre les bouchées doubles. Puisqu'on a toujours dit au grand mot de grand remède, une fois même j'avais dit dans une des conférences que la RDC a 26 provinces. Si on pouvait prendre au moins un bataillon par province, on aurait 26 bataillons. Et ces 26 bataillons-là pouvaient encercler et mettre fin à cette histoire-là. Malheureusement, sur des questions profondes et militaires, on a vu le chef de l'État avec la diplomatie qu'il a pu mener, au pas de Lusaka, au pas de ceci, au pas de cela, de Nairobi, mais de Kampala. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de l'Est de la République démocratique du Congo, en général, est une question militaire ou une question purement politique? Parce qu'aujourd'hui, si l'on devrait revenir sur ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, vous venez de le dire, la population elle-même ne sait pas ce qu'elle a fait parce qu'elle est en train d'être tuée au quotidien. Aujourd'hui, si on devrait ressortir le problème majeur de cette situation, c'est quoi? Parce qu'on parle à des rebelles. On parle des rebelles, on parle aujourd'hui des ADF. On se dit finalement, c'est des Congolais, ce ne sont pas des Congolais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils réclament encore? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu, qu'ils veulent avoir maintenant? C'est toutes ces questions que la population se pose. Et qu'en principe, les politiques devraient se poser. En fait, madame, vous voyez, un jour là, j'avais démontré 3 dimensions sur cette question. Les dimensions internationales, les dimensions régionales et sous-régionales et les dimensions internes. Si on ne va pas aller très loin, le chef de l'État nous a aidé à indiquer notre ennemi, qui est le Rwanda, qui est Kagame. Mais si on va encore rentrer un peu dans l'histoire, vous comprendrez que Kagame, quand il a accompagné Mzee Laurent Désiré Kabila et Moussa est venu, les accords, on en parle toujours. Quand Mzee Laurent a fait rentrer Kagame et ses troupes, puisque même James Kabarebe était chef d'état-major général chez nous, quand ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas été contents. Du coup, quelques temps après, ce sont les RCD qui se sont multipliés, les pays même divisés,
Voilà là où nous sommes jusqu'aujourd'hui. Mais jusque-là, ça n'avait pas encore la dimension des théories que nous avons aujourd'hui. Là, au moins, on savait qu'il y a une guerre, qu'on a mené, mais on n'égorgeait pas comme ça se fait aujourd'hui. Mais la dimension que ça a pris aujourd'hui semble un peu trop encore exagérée, puisque les victimes maintenant sont là. Quand on doit égorger la population, un cultivateur là, qui ne se reproche de rien, qui ne sait même pas de quoi de la politique, mais du coup on occupe sa tête, on doit égorger, on doit peut-être incendier les maisons. Ça devient encore Pourquoi trop je pose dangereux. la question sur cette guerre? Parce que il faudrait que l'on arrive à déterminer le C'est là où je suis en train problème. d'aller, madame. Est-ce que c'est un problème de richesse ou c'est un problème de balkanisation? C'est là où je suis en train d'aller, madame. Vous savez, quand je parle de 3 dimensions, c'est que j'ai répété en disant que Kagame, avec les Rwandais tels que je les connais, un pays qui vont un territoire, Wadika, les RDC à 45 territoires, si on peut considérer les Rwandais comme l'un des 145 territoires de notre pays, c'est que les Rwandais, c'est pratiquement un territoire de notre pays. Où est-ce que les Rwandais peuvent avoir les moyens pour attaquer les RDC, un géant comme les RDC? L'argent viendra d'où? C'est qu'il y a des multinationaux qui ont mis l'argent, qui ont mis les moyens pour que la guerre soit là. Et ces gens-là ont un agenda. Et c'est cet agenda maintenant que nous devons chercher à comprendre. Malheureusement, cet agenda-là a aussi influencé les pays régionaux et sous-régionaux. Puisqu'aujourd'hui, maintenant, le pays de la SADC, les pays de la CPG, tous ces États-là, sont en train d'accompagner les plans dangereux pour notre pays. On a vu les militaires de l'EAC qu'on a amenés. Ils n'ont rien fait. Plusieurs militaires qui sont venus de plusieurs États pour essayer un peu d'aider la RDC. Ils n'ont pratiquement rien fait. Donc, les venin là de la communauté internationale a même pénétré le niveau régional sous-régional et ça touche maintenant le niveau interne. Là, maintenant, vous devez voir quelqu'un comme Menanga, qui a été un président de la CENI de notre pays. Il va retourner peut-être l'aiguille contre son propre État. C'est là où maintenant la dimension nationale est touchée. Et maintenant, avec les infiltrations de l'armée, avec les traîtres et consorts, les déchets de mixage et brassage qui sont encore là, c'est toute cette question qui est complexe. C'est du déjà vu. C'est du déjà connu en République démocratique du Congo. Ce sont des problèmes qui ne sont pas nouveaux. Mais comment la RDC n'arrive pas à faire face à cela et à chercher des pistes de solutions, de pistes de sortie? Parce que la RDC se retrouve dans un engrenage où il ne sait pas forcément sortir. Si l'on change de tête, si hier on parlait, disons-le, avec l'entrée de l'AFDEL qui était accompagnée aussi de l'armée rwandaise, il faudra le dire, ça fait partie de l'histoire de la RDC. Ce n'est pas du nouveau. Aujourd'hui, si l'on devrait parler de Corneille Nangaa, que l'on estime, qui est accompagné des multinationales, oui, mais c'est du déjà vécu en République démocratique du Congo. Comment on n'arrive pas à faire face à cela? Madame, là, il y a 2 aspects. Vous voyez, quand tu es dans ton foyer avec ton épouse, et qu'on te dit que la personne qui va t'éliminer, c'est ta femme. Donc, elle peut te tuer par la nourriture, elle est prête à tout, puisque tu vis avec elle. Donc, quand l'ennemi est dans la maison, c'est très dangereux. Et c'est ça le problème que nous avons, nous, Congolais, aujourd'hui. Et c'est la dimension interne sur laquelle j'ai toujours insisté. Pourquoi je dis ça, madame? Dernièrement, vous avez suivi, je vous disais si tantôt que si on pouvait prendre un bataillon par province, on en ferait 26 bataillons, bien garnis, avec tous les moyens, on pouvait mettre fin à ça. On avait vu avec Mamadou et Baouma comment ils ont mené les opérations, c'était avec le même FARDC. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, c'est ça que j'ai dit, à l'interne, il y a un problème très sérieux. Donc, les venets là, de la communauté internationale qui a pénétré la région, la sous-région, est maintenant dans les pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas accepter tout simplement que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo est devenue un front de commerce pour d'autres Congolais? C'est là où nous allons, madame. Quand je vous dis que l'Assemblée nationale nous dit que 60% des fonds sortis pour les opérations militaires font retour ici à Kinshasa. Et quand le chef de l'État lui-même se plaint que depuis que les FARDC existent, il n'y a jamais eu autant de moyens sortis qu'il est en train de le faire. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller certains de nos officiers. Est-ce qu'à l'heure actuelle, devons-nous être à l'étape de l'interpellation, à l'étape de la condamnation ou à l'étape des pistes de solutions concrètes? Parce que
C'est vrai, on est en train de le dire aujourd'hui, mais cette population que vous avez gérée en tant que maire de Béni, et se pose mille et une questions. Se pose la question si le gouvernement central les a abandonnés, comment s'en sortir, que fait l'état de siège. Et entre-temps, c'est des familles et des familles qui perdent la vie. Madame, moi je pense que ce que vous dites est très profond. Quand on vous dit que vous êtes un commandant d'une opération, vous avez des troupes, mais quelque part, vous demandez un renfort qui n'arrive pas, par exemple. Et c'est là où je disais que le nettoyage au sein de l'armée était très important. Il faut décrypter, il faut enlever les bouilles. Parce que vous savez, l'armée, c'est comme un corps. C'est comme un corps. Une fois il y a un venin ou bien il y a un membre de l'organisme qui n'est pas à bon état, c'est tout le corps qui n'ira pas. Voilà pourquoi je pensais que la première chose, c'était d'abord la prise de conscience. Est-ce que nous aimons le Congo? Quand on me donne l'argent, mais Achille, voilà 10 000 $, pour aller ravitailler peut-être l'armée. Et que de ces 10 000 là, je fais arriver seulement 1 000 $. Comment cette guerre va finir? Donc, nous devons d'abord aimer le pays et nous dire que non, ceux qui sont à l'Est, si nous, à Kinshasa, on ne fournit pas assez d'efforts pour les sauver, rien ne sera fait. Est-ce que c'est une question d'aimer les pays ou une question de mettre des dispositions pour que toutes ces personnes qui gèrent la chose publique n'arrivent pas à penser même, ne fût-ce qu'à voler? Parce que, je vous donne un exemple. En Chine, par exemple, on se dit, oui, il y a tout ce qu'il y a, mais un membre du gouvernement, par exemple, s'il est accusé des détournements, s'il est accusé de ceci, il est pendu, ou encore... Vous voyez que ce sont des mesures, par exemple, qui contraignent les gens à la bonne conduite. Parce qu'il faudrait que ces mesures puissent exister et réellement pour que l'homme arrive à se redresser. Aujourd'hui, ces personnes, on le dit, oui, c'est des discours, on ne va pas demander à autant des millions de gens que tous respectent quelqu'un qui a faim. Vous allez lui dire non, il doit avoir l'amour de la patrie alors qu'il est en train de gérer des millions entre ses mains et il trouve qu'à la maison on n'a pas mangé. Il va se servir avant de vouloir servir les autres. Mais si les principes sont mis en place pour ramener les gens à l'ordre, n'est-ce pas, c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de pécher? Madame, j'ai toujours demandé à l'auditeur général de faire son travail et de ne pas politiser l'armée. Vous savez, il y a des services techniques là où la politique doit être mise à côté. L'armée, la police, donc des services techniques, là où vraiment on doit mettre la politique de côté. Malheureusement et curieusement, comme vous le disiez là-bas, si on veut faire de la guerre des fonds de commerce, vous voulez qu'on parvienne à quoi? À quel résultat? Donc, pour dire quoi, l'auditeur général doit mettre des bouchées doubles pour éviter des complaisances dans les poursuites. Donc, quand on sait que telle autorité, peu importe son appartenance politique, sa tendance, ou bien c'est lié avec telle autre autorité, une fois cette personne-là est mise en accusation, qu'on l'arrête ou qu'on la punisse. Parce que quand il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanctions exemplaires, comment voulez-vous qu'on parvienne à des solutions? Et de deux, madame, il y a ce qu'on appelle le professionnalisme. Il y a quand même quelqu'un qui s'y connaît. Comme dans le service de renseignement. Je peux prendre un exemple simple. Un exemple de l'ANER, par exemple. Vous affectez quelqu'un agent de l'ANER dans une cité comme Mangina, comme Oicha. Il est NU. Il n'est pas payé. Alors, mais comment? Il n'a aucun moyen à sa disposition. Cette personne-là, il va travailler comment? Il est un agent de renseignement d'une grande entité, mais il est NP. Il n'est pas payé. Donc, pas de prime, pas de salaire, pas de moyens. Il va beaucoup plus se livrer aux tracasseries au lieu de faire le travail tel qu'il le faut. Voilà pourquoi nous pensons que si on a de changer certaines autorités pour des postes de décision, c'est pour améliorer les conditions de travail des gens. Parce que ce n'est pas normal que certains officiers des renseignements, vous voyez la façon dont ils travaillent. Il est parti pour faire les renseignements, mais demain vous apprenez qu'il aime faire le bois, il aime faire le commerce. Imaginez-vous quel rapport y a-t-il entre les bois et les renseignements. L'ennemi va profiter de ça. Donc en interne, nous avons encore beaucoup à faire. Donc pour vous compléter, vous voyez, nous sommes à Béni, c'est notre ville. Une population qui, malgré la guerre, persiste, existe.
supporte et continue à accompagner son armée. C'est une population exemplaire. Madame, si vous arrivez à Beni, à Goma, à Butembo, partout là-bas au Kivu, même en Ituri, mais vous devez me poser la question. Voilà là où il y a la guerre. Les gens, malgré les coups de canon, malgré les tueries, ils se disent on n'abandonne pas, nous devons travailler chez nous. Et pour preuve, je vais toujours répéter, il n'y a aucune institution financière qui a fermé. Des GRK, des GI, tout le monde travaille. Donc ça montre que la population continue à contribuer. La population a même voté le chef de l'État à plus de 90%. Donc cette population mérite quoi si ce n'est pas l'attention des autorités pour remettre un peu de paix de l'autre là-bas. Et je vous le dis, madame, la même armée l'a fait avec Baouma, avec Mamadou. La même armée peut toujours le faire avec les officiers actuels. Mais maintenant, puisque l'état de siège n'a pas marché, quelle serait la piste de solution aujourd'hui? Bon, l'état de siège, la façon dont elle est venue, elle était dans l'impréparation. Donc, les gens n'étaient pas préparés pour l'état de siège. On est venu juste remplacer les autorités civiles et mettre des autorités militaires. Puisqu'on n'a pas vu une autorité politico-administrative et militaire au front. Non. C'était là de l'administration. Donc, c'était une continuité de l'administration. Voilà pourquoi à un moment là, vous avez appris, même le chef de l'État, on a même pris les fonctions des opérations, les remettre à notre commandant. Pour dire qu'à principe, quand le président de la République avait pris cette décision, pour moi, c'était la fin de l'état de siège, puisque l'état de siège ne visait principalement que la sécurité. Quand on a enlevé les fonctions des commandants des opérations entre les mains des autorités, de l'autorité provinciale militaire, et les remettre à notre officier, là, je m'étais dit que c'était la fin de l'état de siège. D'ailleurs, je peux profiter pour le dire aujourd'hui, vous pouvez penser qu'il est très important que le chef de l'État puisse mettre fin à cet état de siège. Pourquoi je dis ça, madame? Vous savez, un officier militaire, un général, vous l'habituez à gérer les comptes bancaires, vous l'habituez à effectuer des missions, à inaugurer. Il n'a pas été formé pour ça. Demain, après-demain, il va prendre goût, mais il va commencer à dire vous mettez quoi dans leur tête et des mails peuvent changer et dire non, maman, ça va tout ça la coupe, ils ont peut-être tout récupérer. Ce sont là les dangers. Donc, je pense que je ne décourage pas les initiatives de l'état de siège, mais je dis pour essayer un peu de limiter les dégâts. Il y a lieu qu'on mette fin à l'état de siège, qu'on organise les élections des gouverneurs de province au Nord Kivu et en Ituri. Qu'on laisse les autorités militaires faire leur travail et les civils vont faire le leur. La collaboration va toujours exister. C'est très important. On a expérimenté ça avec 2 ans, même si la loi prévoit 15 jours renouvelables. On est maintenant plus de 2 ans. On va où? Il est très normal, même si on n'avait pas de la réqualification. Quelquefois, ou quelque part, on avait vu, on a juste pris certaines infractions qu'on a enlevées de l'auditorat militaire et les remettre peut-être aux juridictions civiles, mais ça n'a pas suffi. Donc, moi, je pense que les chefs de l'État et les élus, le gouvernement, doivent comprendre aujourd'hui que non. On a expérimenté qu'on laisse les militaires faire leur travail en tant qu'officiers, puisque ce n'est pas bon. Un gouverneur qui doit commander les opérations, vous lui demandez en même temps les situations sociales des cas de déplacés, vous lui demandez encore les finances de la province et autre chose. Mais comment elle saura gérer les opérations pour tout ça? Donc, alors, comment comprendre aujourd'hui, ce sera peut-être la dernière question, alors, qui sont réellement les ADF? Qui sont réellement les ADF? Bon. Les ADF, tantôt on dit que ce sont les Ougandais. Ils sont qualifiés de beaucoup d'aspects. Il y a plusieurs aspects, plusieurs figures qu'on leur donne. Mais nous pensons que il y a maintenant un danger puisqu'il y a même certains Congolais qui commencent à collaborer avec ces gens-là. Et c'est ça le danger. Donc nous devons faire avec notre mieux pour qu'on puisse identifier et limiter la collaboration entre les ADF et certains Congolais. Puisque quelqu'un ne peut pas venir du Kenya et connaître toutes les pistes de Beni. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit les guider. Mais qui guide ces gens-là? Quelqu'un ne peut pas quitter peut-être, je ne sais pas, l'Arabie et connaître toutes les pistes, non. Même si des fois, ils prennent certaines personnes comme otages pour les guider. Mais des fois, il y a aussi certains citoyens qui sont cités comme complices. Et c'est là où je suis en train de citer sur le service de renseignement. Pour qu'on puisse dénicher ces gens-là. Et je demande à la population, une fois que vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui collabore avec ces tueurs,
il faut les dénoncer. Parce que quand nous ne parvenons pas à dénoncer l'ennemi, mais nous nous mettons même en danger. Donc la recommandation est simple, madame. Les ADF, ce sont des personnes qui jusque-là semblent être comme des extraterrestres, mais nous avons toujours répété que notre armée a toujours dit que la guerre est asymétrique, puisque les ADF peuvent apparaître n'importe quand, n'importe comment, mais nous avons toujours répété que notre armée a aussi fait une formation contre pareille opération militaire. Donc, il faut quand même qu'on parvienne à appliquer toutes les théories qu'on a apprises, que ce soit en Inde, en Italie, en Chine, aux États-Unis, en Israël, toutes les théories-là, nous en avons et nos officiers en connaissent beaucoup. Je pense qu'il faut que cette fois-ci, j'ai vu les notables Nord Kivu qui étaient ici, ils ont été reçus par le chef de l'État, ils ont reçu certaines recommandations au chef de l'État. Ces cas de charges-là doivent être suivis et accompagnés. Parce que si on ne parvient pas à suivre, le chef de l'État a beaucoup d'histoires dans sa tête. Donc il faut que nous puissions assurer le suivi. Et comme le nouveau gouvernement est là, et nos élus sont là, nous pensons qu'il serait mieux de chaque fois rappeler aux décideurs de ces pays de voir comment remettre la paix au Nord Kivu à Béni. Madame, sans la paix, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Et il faut voir les sangs, il faut voir les images atroces. Madame, vous vous dites, mais cet enfant qu'on tue ici, dont on a peut-être fracassé la tête, a fait quoi? Cette maman a fait quoi? Madame, ça fait la douleur. Ce sont des images insoutenables qui circulent à travers les réseaux sociaux et qui parlent de meurtres. On tue femmes, enfants, jeunes et parents. C'est réellement triste et nous espérons que la RDC va trouver un jour la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Monsieur Achille, un dernier mot? Oui. Madame, la paix c'est une denrée rare. Là, je suis en train de saluer le ministre, le VPM, Jacques Chabani, et responsable de l'Est. Je vois le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Je pense que toutes les têtes passantes là doivent se dire que non, le peuple attend de nous la solution. Le chef de l'État n'est pas un magicien. Il a besoin de l'accompagnement de ses collaborateurs pour réussir. Le président c'est qu'il ne prendra pas l'arme pour le combattre là-bas. Mais donne des ordres et des orientations. Nous devons nous approprier tous ces discours du chef de l'État. Et j'insiste beaucoup sur la justice militaire. Parce que c'est là où il y a aussi beaucoup de problèmes qui ne valent pas la peine. Effectivement, on voit quand même certaines condamnations, mais ça n'a jamais abouti. Il faut qu'on commence par les têtes là. Quand vous condamnez seulement des petits là, non. Il faut qu'on sente, qu'on voit 3-5 généraux condamnés. Et ça peut dissuader. On a besoin de dissuasion, madame. Donc, à bref, l'auditeur doit faire son travail, le ministre doit faire leur travail, surtout les parlements. Ce sont eux qui doivent pousser, puisqu'il y a déjà la loi sur la programmation militaire, madame. Cette loi doit être mise en application. C'est le seul salut que nous avons aujourd'hui pour aider chez nous. Monsieur Achille Kaponga, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ancien maire de la ville de Béni. Et c'est à ce titre que nous avons pris ici sur ce plateau pour revenir sur la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Béni et le bureau. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup, madame. Nous espérons que les autorités nous ont suivis. Nous avons besoin de l'implication de tout et chacun pour que la paix soit là. La paix, c'est une denrée rare qui a toujours nécessité l'implication de tout le monde. Mais nous condamnons aussi la complicité de certains Congolais qui doivent cesser de faire couler le sang de leurs frères et sœurs innocents. C'est très important, madame. Grand merci à vous et vous, Emmanuel Téléspectateurs. On va continuer cette fois-ci pour prendre notre deuxième thématique liée à la place de la femme dans le gouvernement souminois. Et c'est tout de suite.